En titre ce soir, le paysage politique fait face à de nombreux défis et une réforme en profondeur de la charte des partis politiques est initiée. La phase nationale de cette relecture a débuté ce lundi 28 avril après des consultations régionales. Face aux menaces sur la démocratie, des jeunes leaders politiques réagissent. Mokhtar Ousmane Sy, signateur d'un communiqué d'alerte, est notre invité de ce 1945. Aboubakar Cissé, un jeune franco-malien d'une vingtaine d'années, a été poignardé à mort dans une mosquée en France. Le drame a profondément choqué la communauté musulmane et au-delà, le présumé coupable du meurtre a été arrêté. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. La multiplication des partis politiques, le nomadisme des élus et les zones d'ombre sur leur financement sont autant de défis qui appellent à une réforme en profondeur de la charte des partis politiques. Après une série de consultations dans les régions, la phase nationale de cette relecture a débuté ce lundi 28 avril. La rédaction est allée à la rencontre de certains participants. Soumaïla Fani. Adoptée il y a 20 ans, la charte des partis politiques est aujourd'hui remise sur la table pour être adaptée à un contexte en pleine mutation. À l'issue des concertations régionales tenues du 16 au 17 avril, des recommandations audacieuses ont été formulées avec un objectif clair visant à repenser en profondeur le fonctionnement des formations politiques dans le pays. Il faut totalement réformer la charte, trouver une autre modalité conforme à nos traditions et à nos us. Maintenant, par rapport au nomadisme politique, c'est quand tu es en cours de mandat que tu ne dois pas faire ça, sinon tu seras sanctionné. Mais une fois que tu n'es pas en cours de mandat, si tu vois que le projet de société pour lequel tu as adhéré à un parti politique n'est plus d'actualité, tu quittes. La dissolution des partis politiques est autre chose. Parce que tant que la Constitution est en vigueur, on ne doit pas le faire. Mais il y a toujours des amendements. On peut suspendre la Constitution et aller vers la dissolution des partis politiques. Mais moi, je crois qu'au lieu de suspendre la Constitution, qu'on apporte des amendements. Aujourd'hui, tout le monde a une conviction politique. D'autres même peuvent être neutres. Mais si aujourd'hui on dissout les partis politiques, c'est même frein aussi à la démocratie. La Constitution de 91 a donné le multipartisme. Et ce multipartisme-là, quand même, doit être exigé afin que tout le monde se retrouve là-dedans. En faisant quoi? Même si c'est des groupes de partis politiques, ça peut tout à fait être possible. Mais 200 partis politiques, 300 partis politiques au Mali, quand même, quelqu'un qui n'a pas 1% aux élections, est-ce qu'il doit créer? Il doit être créé. Il doit exister? Non, il ne doit pas exister. Parmi les propositions les plus tranchantes et sans doute les plus controversées figure la réduction drastique du nombre de partis politiques, voire pour certains leur dissolution pure et simple. Moi personnellement, si on dit de dissoudre, je pense que ça c'est vraiment radical. Peut-être c'est dans la Constitution, la situation des partis politiques dans un pays. Donc je pense qu'en tant que délégué au niveau de l'Espagne, c'est ressorti. La conclusion était très claire, il faut réduire entre 3 et 10 partis politiques. Visiblement, tout le monde parle de dissolution, on est en train de prendre la chose sous d'autres formes. La dissolution n'est pas synonyme de suppression. Et c'est ce que les gens sont en train de faire l'allusion. Il ne peut pas y avoir la suppression, mais il y a la dissolution. Ça, c'est une étape de réorganisation. C'est-à-dire qu'ici, il y a la dissolution, il s'agit de réorganiser et mettre la forme de telle sorte que les partis politiques servent correctement le pays. Invités par le gouvernement à soumettre leurs amendements, plus d'une centaine de partis regroupés au sein d'une coalition ont plaidé pour des modifications substantielles. Mais face aux soupçons de dissolution, ces formations ont décidé de suspendre leur participation aux prochaines étapes, exigeant le respect strict de la Constitution. Pourtant, cette nouvelle charte dont la phase nationale se déroule depuis ce lundi 28 avril pour des jours pourrait bien marquer un tournant décisif dans la vie politique malienne. Alors que la menace de dissolution des partis politiques plane sur le paysage démocratique, des voix commencent à s'élever pour défendre les acquis. Le 26 avril 2025, plusieurs jeunes leaders politiques et de la société civile ont signé un communiqué fort et alerter et mobiliser. Pour en parler, nous recevons ce soir Mokhtar Ousmane Sy, l'un des signataires de ce communiqué. Avec lui, nous allons décrypter le message porté par ces jeunes engagés et comprendre les enjeux de cette mobilisation. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors, je viens de le dire, vous êtes signateur de ce communiqué. Expliquez-nous dans quel contexte vous avez ressenti la nécessité de prendre cette initiative. Tout d'abord, il est important et nécessaire de rappeler que cette initiative n'est pas portée par des jeunes leaders, c'est des acteurs politiques et de la société civile, même si elle comprend des jeunes. Ce sont des responsables avant tout qui ont décidé en leur nom et non au nom de leur organisation de faire face à l'histoire, parce que nous avons constaté qu'il y a des soupçons, des menaces qui pèsent sur le multipartisme, sur la démocratie et de façon générale les acquis démocratiques. Donc étant des jeunes, des acteurs politiques de la société civile résolument engagés pour la préservation des acquis démocratiques, nous avons pris l'initiative de faire ce communiqué pour marquer l'histoire et pour marquer notre engagement à nous fédérer et à nous battre contre toute tentative de remise en cause des acquis de la démocratie si chèrement acquise dans notre pays, au prix du sang. Et le communiqué mentionne la nécessité d'un dialogue intergénérationnel et inclusif. Quel mécanisme proposez-vous pour instaurer ce dialogue? Tout à fait. Déjà, on part du principe qu'aujourd'hui, nous sommes à un défi. Nous avons à faire face à un défi qui consiste à la collaboration intergénérationnelle. Et ce dialogue, il est nécessaire aujourd'hui pour nous permettre de nous entendre sur la gestion du pays, de trouver l'équilibre nécessaire pour qu'on puisse travailler ensemble à développer notre pays. Il y a une histoire qui est très controversée. Il y a des jeunes, des responsables politiques et de la société civile qui désirent s'engager, qui désirent participer. Donc il faut qu'on puisse, dans le cadre de ce dialogue-là, pouvoir travailler ensemble, être dans un engagement commun. Le mécanisme, pour nous, est très clair. Il faut d'abord que ce cadre soit créé par les autorités elles-mêmes, que ce soit un cadre d'échange, de respect, de dialogue entre ceux qui ont géré hier et ceux qui aspirent à gérer aujourd'hui et demain. Donc, en partant de là, à travers un dialogue sincère, où on identifie les manquements, on situe les problèmes, on apporte des solutions. Il faut ce cadre-là pour qu'on puisse préserver les acquis. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de faille hier, mais il faut aussi accepter que la vie d'une nation, c'est un processus. Et dans ce processus, chacun a son rôle à jouer. Et nous, en tant qu'aujourd'hui, acteurs politiques et de la société civile, aspirant à exercer les responsabilités dans notre pays, nous souhaitons collaborer avec les aînés pour éviter de tomber dans les mêmes mauvaises expériences, aussi capitaliser les acquis et pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que nous proposons aux autorités de créer ce cadre de dialogue, de l'entretenir, de faire en sorte que les uns et les autres se parlent pour la construction nationale. Est-ce que votre initiative a un lien avec la menace des dissolutions des partis politiques? Alors, cette initiative est portée pour d'abord rappeler notre engagement pour les valeurs et principes démocratiques. Les autorités, je ne les ai pas entendues se prononcer officiellement pour la dissolution des partis, mais aujourd'hui, nous, on a fait le constat que beaucoup d'acquis démocratiques sont menacés. Donc, il est nécessaire pour nous de nous engager. Et dans ce communiqué également, il ressort la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et cela est d'autant plus important pour nous que notre pays traverse une crise multidimensionnelle depuis quelques années maintenant, et que nos populations souffrent, notre économie est au ralenti, la crise sécuritaire fait son effet aujourd'hui sur nos populations. Donc nous avons cette responsabilité de nous donner la main, d'appeler à un retour à l'ordre constitutionnel à partir duquel tout ce qui se passe aujourd'hui, les solutions, les efforts sécuritaires qui sont menés, soient accompagnés par des efforts politiques. Et donc, pour une dernière question sur ce sujet, on en vient justement, au-delà de ce communiqué, quelles sont les actions que vous comptez mener pour sensibiliser en tout cas la population et même les autorités? Nous avons constaté que notre communiqué a fait de l'effet. Ça a beaucoup circulé et ça a suscité beaucoup d'engouement chez tous ceux qui sont épris de démocratie et de principes. Et donc, nous leur demandons de rester à l'écoute. Les prochaines étapes seront communiquées à travers les voies officielles. Mais le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de montrer qu'il y a une jeunesse
il y a des acteurs de la société civile et des acteurs politiques qui ont compris la nécessité de s'engager pour des valeurs, de s'engager pour des principes. Et c'est pour cela que nous nous engageons pour défendre certains acquis, le multipartisme, les libertés d'opinion, les libertés d'association, tout ce qui concourt à constituer notre démocratie. Donc il faudrait qu'on comprenne que c'est une étape parmi plusieurs autres étapes. Donc c'est un processus. Les prochaines étapes seront communiquées à travers les voies normales. Ok, Monsieur Sy, vous êtes le président du mouvement Génération Engagée et nous avons appris par voie de communiqué votre retrait de la COFOR Mali. Quelles en sont les raisons et quels sont les futurs projets du mouvement? Alors déjà, il est important de noter que ce retrait est motivé aujourd'hui que par un changement d'orientation du mouvement Génération Engagée, dont les objectifs ne correspondent plus à ceux de la COFOR. La COFOR est une organisation juvénile, des forces juvéniles, qui travaille au Mali depuis 2021, dans laquelle nous avons existé, nous avons mené beaucoup de projets, il y a eu beaucoup d'acquis, mais dans la vie des organisations, il est important aussi, en cas de changement d'orientation, d'être cohérent. Donc c'est pour cela que la décision a été prise par le mouvement Génération Engagée, dont je préside, de se retirer de la COFOR, mais les pistes de collaboration restent bien évidemment possibles entre nos deux organisations, parce que je le rappelle encore une fois, nous avons tous la nécessité de nous impliquer pour le progrès de nos concitoyens, et particulièrement les jeunes. La COFOR reste, il faut le dire avant tout, une organisation juvénile et qui a une portée sur la société civile. Le mouvement Génération Engagée étant un mouvement politique, il est important de savoir faire la part des choses quand les objectifs ne sont plus les mêmes, de pouvoir donc en tirer les conséquences et pouvoir travailler pour l'atteinte des objectifs en question. Vous l'avez entendu, la jeunesse politique et civile du pays refuse de rester silencieuse face aux défis actuels. Le dialogue, le respect des libertés et la préservation de la démocratie ne sont pas des options, mais des exigences pour l'avenir, selon M. Sy. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Ce journal se poursuit dans un autre communiqué en date du 7 mars dernier. Le ministre des Transports et des Infrastructures et celui de l'économie annonçaient l'interdiction formelle des véhicules gros porteurs hors normes à compter du 1er avril. Ainsi, depuis la date fixée, les chauffeurs subissent les sanctions. Assetoumani Koulibaly. La décision concernait la circulation des véhicules gros porteurs hors gabarit et hors normes circulant en surcharge sur les routes en partance ou en provenance des ports maritimes au transit qui entraînerait la dégradation précoce du réseau routier national. Ainsi, depuis le 1er avril, des véhicules chargés sont bloqués au niveau des frontières car ne répondent pas aux normes. Approché ce lundi 28 avril, le secrétaire général du SYNACOR, syndicat des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, interpelle sur les conséquences de la décision sur les chauffeurs bloqués au niveau des frontières. Nous, on peut parler sur nos chauffeurs. Depuis le 1er avril jusqu'à aujourd'hui, ces chauffeurs-là sont bloqués et chaque fois nous sommes interpellés. La conséquence, c'est qu'ils n'ont pas quelque part dormi, ils sont sur le soleil, ils dorment mal. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'il a besoin d'amener qu'il faut, c'est tout à fait un problème. Et je dis, ils dorment mal, ils mangent très mal. C'est grave. Quand ces camions sont stationnés dans les différents corridors, c'est grave. Pour moi, il faut trouver une solution pour que ces véhicules-là puissent arriver à Bamako. Bien que le syndicat salue la décision, il préconise plutôt d'autres alternatives qui pourraient mieux protéger les concernés, comme la saisie des papiers qui empêchera le chauffeur de conduire jusqu'à ce que son véhicule soit dans les normes. Ni mi ka mobili tigɛ i t'i ka cahier tɛ sɔrɔ o mobili kelen o tɛna papier wɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan. Moi je pense que c'est très simple. O fana ka fisa ni o jɔjɔlen ye tan o la donni min b'a kɔnɔ o donni bɛ se ka livrer. Siyɔrɔ ɲɛnama t'an bolo an tun b'a ɲini a fɛ a ka o degun de lajɛ ni mobili ninnu bɛ se ka don cogo min na
kana baara in kɛ ni o ye déchargement ye n'o tɛmɛni bɔra kɔ tigɛcogo kɔni anw yɛrɛ o ka di an ni ye k'a fɔ ko molu ka tigɛ a kana to yen tigɛbaliya la. La ministre des Transports a effectué mercredi dernier une visite à Kourémali, ville frontalière avec la Guinée. L'objectif était de constater l'effectivité de la mesure d'interdiction de circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit sur le réseau routier du Mali. Selon des informations, au moins 8000 véhicules sont contrôlés au niveau des frontières, dont près de 2000 qui ne répondent pas aux normes du code de la route, en particulier en ce qui concerne les règles de gabarit et de surcharge des véhicules. En fuite depuis 3 jours, le meurtrier présumé d'un jeune Malien, Aboubacar Cissé, dans une mosquée du sud de la France, s'est rendu de lui-même dans un commissariat de l'Italie dimanche soir, selon des indications du procureur français chargé du dossier, Djeneba Samaki. C'est le vendredi 25 avril 2025 vers 8h en France que Aboubacar Cissé, un jeune Malien musulman, a été sauvagement assassiné à l'intérieur de la mosquée de la Grande Combe. Selon les premières explications du procureur d'Alès, la localité où l'acte a été commis, la victime et son agresseur étaient seuls à l'intérieur de la mosquée, occupés à prier, lorsqu'un des deux a porté plusieurs dizaines de coups de couteau à l'autre avant de les laisser pour morts et de prendre la fuite. La victime semble avoir reçu 40 ou 50 coups de couteau. Dans la vidéo qu'il avait lui-même réalisée vendredi juste après son meurtre, face à sa victime agonisante, le meurtrier se félicitait de son acte et insultait la religion de sa victime, l'islam. 72 heures après les faits, le suspect Olivier, né à Lyon en 2004 et de nationalité française, s'est rendu de lui-même dans un commissariat de Pistoia, en Italie, dimanche vers 23 heures, selon les indications du procureur d'Alès à l'AFP, précisant qu'un juge d'instruction va être saisi et un mandat d'arrêt européen émis en vue de son transfert en France. Une procédure qui pourrait prendre quelques jours ou quelques semaines. Depuis son meurtre, les réactions se multiplient dans le monde politique jusqu'au sommet de l'État français. Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France, a ainsi assuré le président Emmanuel Macron sur X. Les conseils représentatifs des institutions juives de France, les délégués nationaux de la conférence des évêques de France ont tous condamné la haine anti-musulmane. Aussi, dans la commune encore traumatisée, une marche blanche en souvenir de la victime a rassemblé plus d'1 millier de personnes dimanche après-midi entre la dite mosquée et la mairie de cette petite ville du sud de la France. Aussi, à Paris, en début de soirée, plusieurs centaines de personnes se sont également rassemblées, dont le leader du parti de gauche radicale, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a accusé le ministre de l'Intérieur de cultiver un climat islamophobe. Nous clôturons avec le sport. Pour le compte de la 19e journée du championnat national Ligue 1 Pro, le Stade malien s'est imposé 3-1 face au Djeliba AC. Lors de la manche retour du Classico, c'est dimanche 27 avril. Le Stade malien a débuté le match sur les chapeaux de roue, ouvrant le score rapidement à la 12e minute grâce à un but de Ousmane Koulibaly. À la 31e minute, Lassine Kouma double la mise. Malgré un retour au score du Djoliba AC, les joueurs du Stade malien ont rapidement repris l'avantage, consolidant leur position avec un 3e but à la 66e minute. Ousmane Koulibaly signe un doublé et scelle définitivement la victoire. Cette victoire permet au Stade malien de Bamako de consolider sa position de leader dans le classement de la Ligue 1 Pro pour cette saison 2024-2025. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même plateau.